Bonjour. Bonjour, moi du montage. Voilà, là on le voit. Voilà. Rép à ça, France Télévisions. Alors, un peu de contexte. Qu'est-ce que je fous sur cette terrasse avec l'illustre Léo Grasset from Dirty Biology? Eh bien, il y a quelques mois, on a été conviés à un séminaire sur l'étude scientifique de la conscience, le MESEC. L'idée de ce séminaire, c'était de rassembler, dans un cadre propice à l'ensoleillement et au bain de mer, une vingtaine de jeunes chercheurs et chercheuses qui ont en commun de travailler sur la conscience. Et c'était vraiment passionnant parce que toutes les personnes avec qui on a pu discuter étaient vraiment passionnantes et passionnées. Et on n'avait pas vraiment prévu de tourner un truc là-bas, mais après 2 jours de séminaire, on s'est dit avec Léo, pourquoi pas en profiter pour tourner un petit truc à chaud, on verra bien ce que ça donne. Du coup, on s'est installé sur un coin de terrasse pendant que les autres dînaient et buvaient des coups, on a posé une caméra devant nous et on a discuté de la conscience pendant un certain temps. Et donc cette vidéo, c'est surtout un montage de cette discussion à laquelle j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter pas mal de refs et de notes de bas de page pour compléter et préciser le propos. Ouais, moi et les notes de bas de page, c'est une longue histoire. Et je vous ai mis aussi après ça une interview d'un des chercheurs et organisateurs du séminaire que j'avais pu aussi tourner là-bas. Il nous parlera de son travail de recherche et vous allez voir que c'est assez dingue. Et donc on a des serveurs de calcul, on lance des cerveaux virtuels. J'espère qu'ils sont pas conscients parce qu'il y en a vraiment des milliers quoi. Alors bien sûr, comme c'est avant tout une discussion à chaud, et même si j'ai essayé d'y mettre un maximum d'ordre au montage, ça reste beaucoup plus spontané et bordélique qu'un épisode classique. Mais je précise pour celles et ceux que ça laisserait sur leur faim que je prépare aussi un épisode classique qui présentera plus en détail les différents paradigmes de recherche sur la conscience et pourquoi il reste des désaccords fondamentaux qui posent des difficultés très intéressantes d'un point de vue de philo des sciences. Je m'y suis attelé, ça prend du temps à préparer un épisode comme ça, mais ça viendra un peu plus tard. Pour le moment, je vous laisse en compagnie d'un moi passé et d'un Léo passé discutant de leur conscience au coin du feu. Bon, et c'était bien ce petit colloque de conscience. Ouais, c'était vraiment bien. Pour moi, qui connais très peu le sujet, c'était un énorme challenge intellectuel quand même. Tu sais, comme tu rentres dans un nouveau sujet sur lequel tu connais rien, mais tu essaies quand même de t'intégrer aux conversations. Tu essaies quand même de comprendre ce que les gens ils disent avec leur bouche là, mais hyper riche quoi. Ouais. Les gens sont bienveillants, donc ils nous expliquent, mais... Ils sont hyper cool. Enfin, j'avais jamais vu un tel foisonnement de paradigmes, en fait. Voilà, peut-être que ça a existé à un moment en physique et tout, mais c'est vrai qu'en biologie, c'est relativement unifié, quoi. En tout cas, j'ai l'impression. Ouais, il y a un côté très ouvert. On se rend compte à quel point ce champ d'études qui touche à la conscience, l'attention, la perception, il est hyper ouvert, quoi. C'est vraiment... ça doit être assez enthousiasmant de travailler là-dedans en ce moment. Ça donne envie d'être chercheur un peu. Après, je pense que toutes les conférences ne ressemblent pas à ça. Ouais, non, clairement je pas. pense. Toutes les conférences n'ont pas lieu dans une villa au sommet d'une colline de la baie de Propriano, quoi. Je crois que c'est Mediterranean Seminar for Consciousness, parce que la conscience émerge du soleil de Corse, je ne sais pas, oui. Un truc comme ça. La terrasse de cette villa privée. Voilà, on a eu beaucoup de qualia. Ah, il y a moult qualia. Qualia de soleil et de mer. Il y a ce truc-là en philosophie, on dit il y a le hard problem of consciousness et puis il y a les easy problem of consciousness. Forcément, en philosophie, on s'intéresse plus au hard problem of consciousness, c'est-à-dire en gros comment est-ce que des états physiques, quels qu'ils soient, peuvent produire un état subjectif, mental, etc. Et c'est genre un problème assez fondamental, effectivement. Et un peu de l'idée, tous les autres problèmes, les easy problems, c'est comment les mécanismes cognitifs fonctionnent de façon générale. Quoi. Et à côté, c'est les easy problems, on s'y intéresse moins. Et là, finalement, il y a beaucoup de choses qui relevaient un peu des easy problems, entre guillemets, mais tu vois aussi qu'il y a rien que sur expliquer comment fonctionnent les mécanismes comme l'attention, la perception, etc. Mais il y a tellement de richesses et tellement de choses hyper intéressantes là-dedans. Ça n'a rien d'easy, quoi. Oui, déjà à l'époque quand Chalmers disait ça, il disait oui, je dis easy, mais ça veut pas dire que c'est facile au sens facile, mais c'est juste que c'est un autre type de difficulté, quoi. Et est-ce que la méthode scientifique peut réussir? Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de résoudre le problème hard? Parce que ça fait partie du domaine de la science, en fait, de toucher à cette réalité subjective de l'expérience. Ouais, c'est une bonne question. Finalement, c'est une question qui n'a pas été tant que ça discutée. C'est quand même des trucs qui revenaient assez souvent dans les discussions informelles. Ouais. Mais c'est vrai que vraiment affronter le côté, ce qu'on appelle le saut explicatif, c'est-à-dire comment est-ce que tu passes d'un type d'explication qui consiste simplement à étudier des états physiques, d'une façon ou d'une autre, des états neuronaux, quels qu'ils soient, à expliquer un état mental subjectif, la conscience phénoménale, vraiment. Ouais. C'est un énorme problème et effectivement... L'état de la littérature en philosophie aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution à ce saut-là. Comme Steve et toutes les étapes de la science, tu sais, où tu as d'un côté le Human Brain Project qui fait une sorte de tentative de cartographie, quoi, un petit peu comme, je sais pas, les naturalistes, ils s'étaient dit, ok, on va essayer de voir toutes les espèces qu'il y a au plus possible, quoi. Et puis après, on verra, on fera des comparaisons entre les différentes espèces pour aboutir à des relations. Et donc, t'as ça d'un côté, t'as les mecs qui vont dans une approche ultra abstraite, ultra mathématisée et qui est quasiment hors sol, ceux qui, les IIT, c'est ça. Enfin, c'est vraiment drôle, quoi. C'est un fourmillement, un bordel. Tu te dis, mais en fait,
les équivalents chez d'autres sciences naturelles, c'est des trucs qui ont au moins 150 ans, quoi. Genre, imagine, en fait, dans 150 ans, 250 ans, j'en sais rien, il n'y a toujours pas eu de convergence. Parce que justement, il y a ce facteur, le truc que tu essaies d'expliquer, il est au fond subjectif, quoi. En fait, il y a, je sais plus qui, je me demande si c'est pas Searle, qui fait un peu la comparaison avec la vie. Ouais. Je suis pas vraiment convaincu, parce que je pense que le problème est vraiment plus fondamental pour la conscience, mais son argument, qui me convainc pas entièrement, mais j'ai quand même le début de la biologie, on avait l'impression que la vie, c'est vraiment un truc ultra mystérieux. Ouais. Parce que ça s'organise, parce que il y a une sorte d'émergence d'organisation à partir de quelque chose qui semble simple et inorganisé, et ça paraît inexplicable. Et on se dit, bon, là, il faut qu'il y ait un principe fondamental qui est totalement différent des idées vitalistes, etc. Puis finalement, on a fini par comprendre vraiment les mécanismes, petit à petit, quoi. Comment fonctionne une cellule, comment fonctionne l'ADN, etc. Et puis au bout d'un moment, on comprend, oui, effectivement. Alors, on n'a pas exactement tout le détail, mais quand même, aujourd'hui, on comprend de façon ultra détaillée comment fonctionne une cellule, comment fonctionne un corps vivant. Et tout à coup, le problème qui pouvait sembler comme un problème difficile, genre le problème difficile de la vie, comment est-ce que de l'inorganique peut produire de la vie, il est résolu en fait tout simplement parce qu'on a vraiment compris le mécanisme. Et son argument, c'est de dire ça va faire la même chose pour le problème difficile de la conscience. Un jour, on comprendra vraiment les mécanismes neuronaux, etc. Et à ce moment-là, juste on dira oui, il n'y a plus rien à expliquer. C'est sûr que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'essence vitale, il n'y a pas un pneuma, voilà, un souffle qui nous a été donné par le créateur. Non, c'est juste de la chimie très compliquée, quoi. Ouais, ça ne paraît plus fou. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quand même fou quand tu penses. Mais la définition, en revanche, c'est peut-être là où moi ça me taquine, mais c'est peut-être parce que je viens de finir d'écrire un chapitre sur la définition de la vie dans le bouquin. Là. En fait, il y a un philosophe, c'est Edouard Machiavel, je crois qu'il s'appelle, qui dit, c'est même le titre de son article, c'est j'ai arrêté de m'inquiéter pour la définition de la vie et vous devriez en faire de même. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est essayer de définir ce que c'est la vie et jouer avec des cas limites comme les prions, je sais pas, les virus, et tout comme ça. Ça t'apprendra pas grand-chose en fait sur la vie et c'est soit impossible, soit inutile, quoi. Juste attache-toi à travailler sur les mécanismes et la définition, on s'en fout, c'est une boîte de toute façon que une étiquette que tu colles sur le truc, quoi. Et je me demandais en fait justement après avoir lu ce truc-là, si ça pouvait pas s'appliquer à la conscience, dans le sens où est-ce que finalement cette expérience subjective là, on a vraiment envie de mettre une étiquette et de lui donner un statut particulier, machin, mais en fait peut-être qu'on s'en branle, c'est juste un de ces nombreux trucs que fait cette soupe de neurones. Et... Autant, effectivement, un truc un peu complexe comme la vie, je comprends pourquoi est-ce qu'effectivement chercher une définition, c'est toujours un peu imparfait, parce que tu feras toujours des cas limites, etc. Mais la conscience, c'est ce côté indexical, au sens où je donne pas de définition, je pense que ce que je peux dire, c'est ça. Genre, et en disant ça, je désigne mentalement un truc qui est immédiatement là, genre, il y a une simplicité du truc en question. J'ai vraiment l'impression que c'est plus solide épistémologiquement, c'est la certitude la plus fondamentale que j'ai, quoi. Et c'est dur de s'en détacher. Le truc qui me vient en tête du coup en écoutant ça, c'est que je me dis peut-être le meilleur chercheur pour tout ça, c'est un mec qui a pas de conscience. C'est vrai, c'est un mec qui est pas emmerdé par cette subjectivité qui le tire et du coup il peut vraiment faire du taf, quoi. Enfin, il y a un truc que je me dis, cette certitude là qu'on a d'être conscient, j'arrive pas à voir en quoi elle est fondamentalement différente de tout un tas d'illusions qui m'habitent au quotidien, tu vois. Et je vois pas en quoi celle-là a un statut de réalité plus important à tel point qu'elle pourrait être à l'origine carrément d'un programme de recherche. Je sais pas, genre tu vois une illusion d'optique et tout. Ouais, un truc de couleur. Tu vois, voilà, le rose par exemple, tu vois, on sait très bien que le rose n'existe pas en dehors de nous. Et on passe tu vois, on crée tout un champ de recherche pour essayer d'expliquer le rose, alors qu'on sait très bien que, voilà, en fait c'est juste le cerveau, t'as tel cône d'excité, en fait ça fait ça, voilà, ça fait le chemin, ça c'est du rose, voilà, point, quoi. Et du coup j'ai du mal à voir en quoi la conscience est différente de ce rose, tu vois. Et peut-être que c'est parce que j'ai pas compris le côté incroyablement magique et réel de la conscience. Ou alors c'est peut-être que l'interview que t'as fait avec Caméra, elle m'a tellement convaincu que je suis devenu un putain d'illusionniste et que du coup maintenant c'est bon. Donc, prenons une illusion du type, tu sais, où il y a deux carrés de couleur, genre les trucs de l'échiquier. Tu vois de cette façon les deux carrés comme étant de couleurs différentes. Tu peux te dire, tu te trompes, ils sont de la même couleur. En fait, c'est ça l'illusion. C'est ça les illusions au sens un peu classique. C'est tu te trompes, ils sont de même couleur. Mais tu leur dis pas, tu te trompes, tu les vois de la même couleur. Ouais. Okay. En fait, parce que sur ça, non. Ils ne peuvent pas se tromper sur leur Je ne me trompe pas sur le fait que je les vois d'une couleur différente. Je suis d'accord que c'est une illusion parce qu'en fait, ils sont de la même couleur. Ok, d'accord. Mais le truc sur lequel
tu te tromperais si on se trompait au sujet de la conscience phénoménale, de l'expérience consciente vraiment, ça serait sur le fait que tu les vois de couleurs différentes. Ouais. Et c'est vrai que ça semble un peu bizarre à dire. Et justement, une façon de sortir de ça qui est assez chouette, c'est l'idée que en fait, faut pas chercher à résoudre le problème difficile de la conscience, le hard problème. Ouais. Il faut essayer de résoudre le méta-problème qui est de savoir pourquoi est-ce que On est convaincu. le hard problème se pose en fait. Pourquoi est-ce que le problème difficile de la conscience nous paraît être vraiment un problème difficile qui se pose réellement? Pourquoi est-ce qu'on est enclin à dire des trucs du genre mais là vraiment il y a un truc qui se passe en moi, un effet que ça fait immédiat, etc. Est-ce que si on a vraiment une bonne explication de ça, et on peut vraiment penser qu'effectivement on arrive à voir pourquoi est-ce que un cerveau ainsi constitué, il va être enclin à produire ce genre de comportement. Et si on a une explication de ça, est-ce qu'on s'en satisfait vraiment? On se dit bon bah c'est bon, on a expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer et ciao les gars. J'ai du mal quand même, mais c'est beau, enfin c'est intéressant comme idée. C'est hyper fou de penser que avoir plein de mécanismes physiques et de les connaître par cœur peut t'apporter une connaissance sur un truc qui n'est pas du même domaine. J'ai l'impression, tu vois, la subjectivité de ton expérience. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment genre, ça se croise pas les lignes. Les calculs sont pas bons, Kevin. Quoi. Les calculs sont pas bons, Kevin. Un peu vieux, c'est même. Ouais, j'ai beaucoup de mal à émettre un jugement de valeur sur les trucs que j'ai découvert il y a 48 ans. Quoi. Mais il y avait souvent, j'ai l'impression, une sorte de grand écart et un petit saut acrobatique qui se fait à chaque fois. Genre, c'est un peu genre, bah voilà, on a montré ce mécanisme. Et donc là, il y a de la conscience. Et t'es là, genre, j'étais d'accord jusqu'avant, mais là, il y a eu une sorte de backflip. J'ai pas vu le truc. Mais t'es atterri sur tes pieds et t'es atterri sur la conscience. Et j'aimerais comprendre comment t'as fait l'explanatory gap un peu. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est là où il manque une étape et on sent bien que l'étape, c'est pas un détail quoi. Ouais. C'est le truc crucial et qui fatalement pêche. Je trouve ça hyper intéressant. En fait, je trouve ça hyper intéressant que t'aies des gens qui du coup en fait, passent leur temps à bosser sur le sujet et à faire des modèles hyper compliqués et tout. Et en fait, il y a toujours ce petit truc là qui est dans le coin et qui fait na. C'est drôle quoi. Toujours ce thème du saut explicatif, de l'explanatory gap. Effectivement, tous ont un problème avec ça d'une façon ou d'une autre, et tous, pour essayer de s'y confronter, vont faire une supposition qui est un peu folle. Donc soit la conscience c'est un truc fondamental et du coup tout est plus ou moins conscience qui est fou, soit il n'y en a pas du tout et c'est quand même fou parce qu'il y a cette espèce d'évidence d'expérience quoi. Voilà. Ou alors le fonctionnalisme qui, pour des raisons plus compliquées, est aussi fou. Ouais. Le truc c'est qu'une fonction, ça peut toujours être réalisé de plein de façons différentes. Genre un additionneur, tu peux le faire dans une calculatrice. Une machine mécanique d'Ada Lovelace. Voilà, aussi. Ou simplement un boulier. Ou dans un démineur, en carte Magic. Il y a des gens qui inventaient des machines de Turing en carte Magic, c'est assez marrant. Et le truc, c'est que du coup, la fonction que réalise le cerveau, tu pourrais la réaliser dans des trucs bizarres, genre la chambre chinoise, c'était imaginer quelqu'un qui suit des instructions dans un livre et l'ensemble des instructions qu'il suit réalise la même fonction que le cerveau. Et du coup, la chambre en elle-même devrait avoir une expérience consciente, devrait avoir des états mentaux, devrait penser. Le concept de fonction, en fait, il est très très bizarre, il est très compliqué à comprendre et non, le fonctionnalisme, il a sa dose de folie comme les autres, quoi. C'est pour ça que c'est un problème intéressant, c'est que il n'y a aucune position confortable, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Toutes les positions sont... Il y a un côté un peu confortable parce qu'on résout certains problèmes, mais pour les résoudre, à chaque fois, on se met dans la merde sous plein d'autres aspects. C'est ça la conclusion. En gros, faites pas de philo si vous voulez rester tranquille, quoi. C'est pas Feynman qui avait dit, genre, la philo, c'est l'ornithologie, il y avait un truc comme ça. Où ouais. Il dit, je disais, les philosophes des sciences sont aussi utiles aux scientifiques que les ornithologues aux oiseaux. Aux oiseaux, ouais. Mais en même temps, tu viens de sortir d'un truc où tu as vu des ornithologues qui étaient quand même ah oui, c'est très utiles aux oiseaux. Donc, Non, mais même, je pense que c'est très faux. Ça se trouve, il est peut-être revenu sur cette phrase-là. Il était relativement hostile aux philosophes des sciences. Mais là, en l'occurrence, ce groupe-là de gens qui s'intéressent à la conscience, très clairement, il y en a beaucoup qui ont une culture philosophique qui ont fait un peu de philo dans leur cursus. Ils sont venus de la philo passer aux sciences ou un peu l'inverse, ça dépend. Mais
ils ont clairement une sensibilité à ces problématiques plus profondes. C'est un peu méchant de dire plus profond, genre c'est superficiel ce qu'ils font, mais genre disons plus général, ouais. Même si en fin de compte les problèmes qu'ils peuvent résoudre au jour le jour dans leur labo, effectivement sont d'un ordre un peu différent. Dans les talks qu'on a vus le premier jour, il y en avait un qui était chouette, qui présentait une expérience très classique. C'est l'expérience de Sperling, ça a eu lieu dans les années 60. Et l'idée c'était, on vous présente de façon hyper brève, on peut vous faire à l'écran comme ça, genre regardez bien l'écran, vous allez voir de façon très brève, 12 lettres vont apparaître. Très brièvement, vous avez l'impression de tout voir et de savoir. Par exemple, vous avez l'impression de savoir que vous avez vu 12 lettres. Par contre, si je vous demande de les redonner, là, je pense que ça va être très difficile d'en donner plus que 4. Vous allez peut-être en donner 3 ou 4. Et finalement, ça mettait le doigt vraiment sur cette distinction qui était un petit peu chère aux philosophes entre la conscience d'accès, c'est-à-dire ce qu'on est capable de rapporter, ce qui est accessible, ce qui est manipulable, l'information qui est vraiment disponible, dont on peut se servir en quelque sorte, et puis le truc qui apparaît, quoi, le truc. Et effectivement, avec ces exemples-là, ça marche plutôt très bien. Son idée, c'était de dire, on voit effectivement tout, mais l'information est effectivement là, mais elle disparaîtra très vite. C'était très évanescent comme type de perception. C'est beau ce que je dis. Poétique, c'est mon groupe préféré. Et pour essayer d'étudier ça, il avait l'idée que juste après que le stimuli disparaît, il va faire entendre un son soit très aigu, soit médium, soit très bas. Et le sujet va devoir, s'il entend le son très aigu, rapporter la ligne du haut, s'il entend le son médium, rapporter la ligne du milieu, s'il entend le son grave, rapporter la ligne du bas. Et le son apparaît quand le truc a disparu. Donc sa capacité à répondre, elle dépend du fait qu'il a vraiment perçu l'ensemble des 12 lettres. Et ce qu'il a observé effectivement, c'est qu'en faisant ça, les sujets étaient capables de répondre en donnant à peu près 3 lettres sur 4. Donc ça semble effectivement asseoir le fait que l'ensemble des lettres était effectivement perçu, même si l'accès disparaissait très vite, l'accès à ces perceptions disparaissait très vite. Déjà je trouve ça super chouette parce que c'est un dispositif expérimental assez solide. C'est hyper propre. Ouais, c'est bien fichu, quoi. C'est bien trouvé, c'est astucieux. Ça c'est réplicable, ça marche. Ça marche, mais c'est quand même aussi très très discuté. Et notamment, il y a une autre expérience qui est assez chouette et qui vient mettre, je sais pas réfuter, mais mettre de l'ambiguïté dans le résultat, j'ai envie de dire. C'est que une des choses que les participants ont vraiment l'impression de voir quand ils voient le tableau, c'est qu'il y a 12 lettres. Et donc, pour essayer de voir si c'est vraiment parce qu'on voit 12 lettres, les chercheurs ont eu l'idée de glisser dans ce tableau un truc qui n'est pas une lettre. Et le truc, c'est que les sujets rapportent avoir quand même vu 12 lettres, même quand il y a un truc qui n'est pas une lettre dans le tas. Donc voilà, ça semble pas être aussi simple que ça finalement, et il y a beaucoup de discussions autour de ces tâches-là, et c'est très très intéressant. Clairement, là, le cerveau, il y a un moment où il fait une moyenne, et il se dit, mon symbole bizarre, c'était une lettre, quoi. Enfin, il fait une prédiction, quoi. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser au feeling in, donc, qui est l'espèce de truc que le cerveau, si tu fermes un œil, donc t'as l'impression que ta vision est à peu près totale, sauf qu'en fait, en vrai, il y a un gros trou qui est lié à l'attachement du nerf optique sur la rétine, donc tu vois en permanence un trou qui est rempli par le système visuel. Le système visuel, je sais pas exactement ce que ça veut dire, tu vois, mais clairement le cerveau se démerde pour remplir le trou. En plus, on sait que c'est hyper dynamique, c'est-à-dire que si tu fais regarder par des participants une neige de télévision, le trou va être rempli par de la neige animée. Donc c'est vraiment un système extrêmement puissant qui est capable de remplacer par des trucs très raffinés. Et du coup, là tu te dis ok, très bien, on arrive à choper le cerveau quand il fait des prédictions dans tous les sens, très bien. Mais moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que je suis pas certain que ces prédictions-là concernent la conscience. Et notamment des discussions sur ce qui se passe quand t'es pas vraiment conscient, où t'es un peu t'es en pilote automatique, t'es dans un état de flow, machin. Et dans tous ces moments-là, on est tout à fait capable de faire des prédictions. Enfin, tu vois, quand tu conduis sur l'autoroute et que tu penses plus du tout à la route et que tu es en train de penser à une dernière engueulade que tu as eue avec ta copine, beaucoup trop précis, beaucoup trop spécifique comme exemple. En fait, tu penses pas à la route. Et pourtant, tu fais des mouvements hyper complexes. Enfin, t'es littéralement en train de mener un véhicule de 5 tonnes à une vitesse de 130 km/h. Enfin, tu vois, c'est genre un truc de fou ce que tu es en train de faire.
qui demandent des micro-mouvements hyper précis. Et j'ai pas l'impression que la conscience soit vraiment impliquée là-dedans. Souvent, il y a un peu l'idée que ce qu'on va étudier, bon, on a du mal vraiment à être sûr qu'on étudie la conscience, mais on étudie des choses qui sont des corrélats neuronaux de la conscience. Et finalement, le corrélat neuronal, je veux dire, il suffit à lui-même, on a envie de dire, malgré le fait que il y a une sorte de désaccord entre les paradigmes sur ce qui explique la conscience. Ils s'intéressent tous à un même objet qui est le cerveau finalement il y a des mécanismes qui se touchent un peu les uns aux autres, en gros l'attention, la mémoire, la perception, l'anticipation, ce genre de trucs. On sent que tout ça effectivement est voisin de la conscience, en même temps ça le touche jamais, enfin, il y a vraiment un sentiment très bizarre. C'est comme si on tournait autour du truc. Ça me fait penser sur le plaisir, qui est aussi un autre qualia hyper interne. Il y a un peu de recherche là-dessus sur les animaux, tu vois. Et en fait, par exemple pour l'orgasme, le consensus c'est de ne pas utiliser le mot orgasme pour les animaux, mais de dire réponse comme un orgasme. Orgasme, like response. Ouais. Tu ne peux pas demander à un rat s'il est en train d'avoir un orgasme, tu vois. Mais il bouge comme ça, il est fébrile et il leur redemande. Il y a une période où il est, enfin non pas tout de suite, mais il est réfractaire d'abord. C'est marrant parce qu'on ne ferait pas ça pour la douleur. On va pas dire tu donnes un coup de pied à un chien, tu dis oui là il a une réponse qui est comme si c'était de la douleur. C'est vrai, comme ça. Mais peut-être si on voulait être vraiment rigoureux, on ne peut pas connaître son état. Si je voulais être vraiment rigoureux, je ferais ça avec toi. Quoi. Alors ça c'est vrai. Je dis c'est intéressant, il y a une réponse comme si c'était de la douleur. Ok Adolphe. Mais c'est vrai, non c'est vrai. Moi je suis pas sûr que toi t'es conscient. Hein. Voilà c'est ça. Il n'y a pas de preuve. Hein. C'est ça parce que je suis noir. Laisse-la au montage, s'il te plaît. Il y a quand même des conséquences éthiques qui sont assez importantes. D'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment un sujet qui n'a pas du tout été tellement discuté. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un enjeu éthique parce que ça touche à la conscience, typiquement. L'expérience consciente par excellence, c'est la douleur. Et il y a une charge morale qui est très importante parce que savoir si les insectes sont conscients, dans un sens, ça change. Voilà, je suis tout à l'heure en train de foutre des grosses tartes à des petites bestioles qui sont un petit peu embêtantes. Ces petits trucs là, ça fait vraiment du bon camouflage. Excellent. C'est des papillons, c'est des lépidoptères, ça c'est fou quoi. C'est ça aussi, ouais. Stragidés je pense, voilà, je le dis, comme ça, hop. Regarde en plus là, t'as vu comment il agite ses petites antennes là, parce qu'il est de face à l'autre. Il veut lui remplir le... Ouais, il y a un enjeu moral qui est quand même important derrière ça. Enfin, si par exemple, un truc qui revient pas mal, ils ont souvent parlé de patients des états végétatifs, par exemple, il y a un enjeu moral qui est très important quand même de savoir dans quelle mesure on peut parler d'état de conscience pour ces patients-là. C'est un sujet qui a vraiment une charge morale assez lourde. Assez lourde, ouais. C'est vrai que je trouve ça aussi intéressant chez les animaux, d'étudier le truc chez les animaux, c'est que t'es obligé de ne pas te reposer sur un rapport verbal en fait. Tu es obligé d'avoir une sorte d'objectivisation du truc. Mais ouais, du coup, le côté intestable de ton expérience subjective, ça, j'ai pas encore réussi à savoir si c'était vraiment insoluble dans la science ou pas, tu vois. Ça, j'ai pas réussi à me faire une opinion là-dessus. N'attendez pas trop de réponses claires des épisodes sur la conscience. C'est extrêmement frustrant tout ça. Ouais, mais en même temps, c'est intéressant. C'est de la bonne frustration. C'est une bonne frustration. Ça me fait penser à ce que disait Russell sur la philosophie, il disait la valeur de la philosophie. Elle est un peu négative au sens où des trucs qui paraissent simples finissent par sembler pas du tout... insondable, absurde. Un truc qui paraît simple et évident finit par te paraître absurde. Et c'est un peu ça, quoi. La conscience, c'est pas... il n'y a rien de plus évident, puis tu réfléchis très longtemps, ça finit par te paraître absurde. Toutes les positions qui essayent d'expliquer vraiment ce que c'est te paraissent absurdes. Il y a un mot, je crois que c'est du Marseillais, en tout cas c'est vraiment le sud de la France, ils disent segbul. Mais perso, vraiment, ouais, tu te fais trop chier quoi. Et j'aime bien ce mot, tu sais, des fois, genre. Mais bon, en vrai, franchement, c'est trop intéressant, quoi. C'est des questions qui valent le coup, quoi. C'est pas juste pour se faire chier. Un des trucs que voulait faire Ulysse, donc qui organise la conférence, c'était un peu réunir des jeunes chercheurs, justement, et un peu motiver les gens à s'intéresser à la conscience comme sujet de recherche. Il y a plein d'angles sur lesquels on peut l'aborder. Il y a vraiment beaucoup de mathématiciens ici, par exemple, des gens qui viennent plutôt des sciences formelles, mais évidemment, sinon, psychologie, neurosciences, etc. Mais c'est vrai que c'est un domaine d'études qui est ultra intéressant. Et on leur souhaite du courage. Bon courage. Ouais, bon courage. Ouais, je pense que ça peut être un mot de la fin.
Voilà donc pour notre petite discussion avec Léo, et parce qu'il n'y a pas de raison de se priver, je ne vais pas en rester là. Il se trouve que j'avais aussi saisi l'occasion d'être sur place pour tourner une interview d'Ulysse Klatzmann, l'un des organisateurs du séminaire et chercheur en neurosciences. Il va nous parler de ce qui l'a motivé à organiser ce séminaire, de ce qu'il pense de l'état de la recherche sur la conscience, et enfin de ce qu'il fait concrètement dans son travail de recherche sur la Global Workspace Theory, et c'est forcément assez passionnant. Moi c'est Ulysse et je bosse sur la neuroscience de la conscience et je fais de la modélisation neurocognitive. Je reproduis des fonctions cognitives dans des simulations. Je suis passé par une école d'ingé où j'ai fait de la data science. Après j'ai monté une boîte et j'ai continué dans l'éducation, chez Open Classroom. Puis j'ai fini par en avoir marre et je suis retourné au Cogmaster où j'ai fait des sciences cognitives. C'est là où j'ai eu la chance de travailler avec Stanislas Dehaene et j'ai commencé du coup à tomber sur la conscience. C'est un master qui est incroyable, il est à l'école normale au cœur de Paris. Il a une particularité, c'est que les gens ont des profils qui sont complètement différents. Tu as des philosophes, tu as des psychologues, des gens qui font de la modélisation, des médecins, des biologistes. Et tout le monde est hyper ouvert d'esprit et tu as des discussions mais folles à table et non-stop, quoi. Il y a un... Comme ici. Exactement comme ici, ouais. Comment tu as eu l'idée de faire cette conférence complètement dingue? Bah, du coup, sur l'histoire, ça vient du Cogmaster où donc j'avais ce groupe d'amis avec lesquels on avait des discussions qui étaient vraiment exceptionnelles. Des gens avec des points de vue qui étaient très très différents, des panpsychistes, des bouddhistes, etc. Tous intéressés par la conscience. Et en fait, après le Cogmaster, on est tous partis aux quatre coins de la planète pour bosser dans les labos. Et en fait, on a perdu ce truc-là parce qu'on s'est retrouvés dans un labo qui bossait sur une thématique, qui était dans un domaine, et on n'avait plus ces discussions aussi folles. Donc on se voyait de temps en temps, mais c'était pas du tout pareil. Et là, en fait, j'ai participé à une conférence l'année dernière qui faisait quelque chose de similaire dans les Alpes, une vingtaine de personnes qui restaient ensemble. J'en ai parlé aux gens du Cogmaster et c'est devenu une évidence très très vite qu'il fallait qu'on essaye de reproduire cet environnement-là. D'abord sur un séminaire et peut-être que ça pourra partir plus loin, on pourra peut-être faire plus d'événements plus tard, mais en tout cas déjà une première expérience où on réunit 20 personnes le plus large possible, le plus divers et inclusif possible au sens des différentes théories, des différents backgrounds, etc. Et donc voilà. Et on s'est lancé là-dedans et ça marche assez bien pour l'instant. Et du coup, il n'y a pas de paradigme sur la conscience qui me satisfasse pleinement aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je voulais organiser ce séminaire, pour pouvoir en découvrir, avoir une vision plus large. Parce que c'est toujours dur de voir des papiers, des articles de recherche, des livres, etc. et de se plonger vraiment dans une théorie. Et là, il y a des gens qui viennent de plein de théories différentes qui sont là, donc ça permettra un peu de voir ce qui se passe. Mais il n'y a pas de théorie qui me plaise vraiment et que je trouve entière. Et je trouve qu'on est à un stade justement où on est prêt paradigmatique, comme on dit. On s'en approche, mais il manque dans toutes les théories quelque chose. Moi, celle sur laquelle je travaille, c'est les Global Workspace. C'est une théorie qui me plaît beaucoup parce que, comme je viens de l'informatique, j'ai un point de vue très fonctionnaliste. Je trouve qu'on est encore dans un stade où on a très très mal défini les concepts. Même s'il y a une tentative de disséquer les différents sens du mot conscience, en fait, il en reste encore beaucoup. Et quand on parle d'expérience consciente, on n'est pas sûr de quoi on parle. Et je trouve ça beaucoup plus simple aujourd'hui de s'intéresser à des fonctions cognitives dont on sait qu'elles sont liées à la conscience, pour après pouvoir aborder cette question de la conscience. Notamment, moi, du coup, je bosse sur le Global Workspace qui s'intéresse plus précisément à la conscience d'accès. C'est la fameuse vidéo du gorille où, du coup, tu as un gorille qui passe au milieu de joueurs de basket et parfois tu le vois, parfois tu le vois pas. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est William James qui racontait ça, que tu as un flux d'informations et qu'une partie de cette information va passer dans le flux de conscience et va obtenir un statut spécial dans le cerveau et tu vas pouvoir opérer beaucoup de nouvelles opérations cognitives sur cette information. Et du coup, le mécanisme qui permet de faire passer cette information dans le flux de conscience, c'est la conscience d'accès. Et c'est là-dessus, du coup, c'est une fonction cognitive, on peut l'étudier, on peut trouver des corrélats neuronaux. C'est beaucoup plus simple que la conscience au sens large parce que du coup, on sait de quoi on parle, on peut faire des expériences. Il y a plein de protocoles expérimentaux qui s'intéressent à ça. On a le framework, donc le paradigme sur la conscience du Global Workspace, notamment développé par Stanislas Dehaene et proposé par Bernard Bars, qui permet d'avoir une explication un peu mécanistique de ce phénomène. Et donc on peut avancer. Et du coup ça me plaît beaucoup. Je pense que ça ne résout pas du tout la question de la conscience, mais ça permet de faire une première étape qui nous permet au moins de comprendre ce mécanisme de conscience d'accès, comment ça fonctionne dans notre cerveau et dans le cerveau des mammifères de façon générale. Et après on pourra intégrer ça avec d'autres fonctions cognitives pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau et, je l'espère et c'est ce que je crois, à la fin avoir une idée plus précise de ce qu'est la conscience. Du coup moi je bosse sur le Global Workspace et plus particulièrement sur ce mécanisme de conscience d'accès. Et sur l'ignition, l'embrasement cognitif, l'ignition en anglais. C'est une onde qui apparaît après 300 millisecondes après la présentation d'un stimulus, qui est donc une activation globale des aires cérébrales. Et l'objectif de mon travail, c'est de voir comment est-ce que dans un réseau qui ressemble à un cerveau, c'est-à-dire qu'on l'a contraint par les équations mathématiques qui régissent les neurones et les synapses,
par la connectivité qu'on connaît dans le cortex. Bref, avec les contraintes biologiques qu'on connaît, comment est-ce qu'on arrive, à partir de ces équations, à faire émerger cette fonction cognitive. Et du coup, je pars des équations, je les déroule, j'essaye de voir donc comment est-ce que je peux avoir des équilibres, comment je peux avoir des mécanismes de bifurcation, et à la fin, je trouve comment est-ce que dans le réseau, en ajustant les paramètres qui sont libres, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de données physiologiques, neurophysiologiques dessus, et ben je peux trouver un espace dans lequel ça fonctionne. Et du coup, à partir de ce travail qui est purement mathématique, il y a le travail donc après parce qu'on ne peut pas tout faire avec les mathématiques, donc forcément, comme il y a un paquet d'équations différentielles, il y en a trop pour qu'on puisse trouver des solutions numériques. Donc une solution une fois qu'on a vu mathématiquement ce qui était possible, c'est de lancer des simulations. Et donc on a des serveurs de calcul, on lance des cerveaux virtuels, j'espère qu'ils ne sont pas conscients parce qu'il y en a vraiment des milliers, quoi. Et on les fait tourner et on voit s'ils vont avoir ce mécanisme d'embrasement cognitif. Et quels sont les sets de paramètres qui permettent de générer cet embrasement cognitif. Donc en fait, j'ai un cerveau, j'ai plusieurs types de modèles, mais le plus classique, c'est des neurones qui sont modélisés et des synapses. Et donc il y a des équations différentielles pour parler du potentiel de la membrane, des récepteurs, machin, etc., qui sont partout. Et donc ce truc, il est vivant. Et donc il a du bruit qui apparaît, il y a des neurones qui spike, un peu comme dans le cerveau quand tu es en repos, etc. Et tout d'un coup, je vais injecter, moi, un courant dans V1, donc l'aire visuelle la plus primaire, et je le regarde se propager. Et donc la théorie du Global Workspace, c'est que ce signal, il va se propager dans les aires visuelles, il va aller vers les aires associatives, fronto-pariétales, et si certaines conditions sont remplies, il va provoquer un embrasement de ça, donc ces aires vont s'activer toutes, vont se mettre à amplifier le signal, et vont derrière le broadcaster aux autres modules inconscients, donc aux aires qui appartiennent pas à ce réseau. Quand j'ai commencé à modéliser ce morceau de cerveau qui juste traitait de l'information visuelle, c'est la première idée qui a émergé, c'est mais mon Dieu, en fait je suis une simulation, mais c'est clair. Et Jeff Bezos, c'est celui qui a codé le jeu. C'est un sujet qui me paraissait ouf depuis toujours, mais je pensais pas que c'était possible de pouvoir travailler dedans, quoi, et que moi je pourrais faire un truc pareil, de faire avancer la science de la conscience, quoi. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'adresse un très grand merci à toutes celles et ceux qu'on a pu rencontrer à l'occasion de ce séminaire, en particulier l'équipe organisatrice, Esteban, Julie, Ulysse et Adrien. L'accueil était vraiment top. Et pour finir, quelques mots donc sur le MESEC qui est partenaire de cette vidéo. C'est une association qui vise à dynamiser la communauté des jeunes chercheurs et chercheuses travaillant sur la conscience. En plus d'organiser de vastes séminaires et écoles d'été au soleil, leur vocation plus générale est d'aider les étudiants et étudiantes intéressés à mettre le pied à l'étrier. Donc si ce domaine de recherche vous tente, n'hésitez pas à les contacter directement. Toutes les informations sont sur leur site mesec.co et je vous garantis qu'ils sont super sympas. Ce séminaire et du coup cette vidéo ont été rendus possibles par le projet eBrains financé par le Human Brain Project. eBrains fournit des outils et services numériques pour la recherche sur le cerveau. Ils ont permis notamment le développement d'atlas cérébraux et d'ordinateurs neuromorphiques, c'est-à-dire qui s'inspirent de la structure du cerveau. Merci à eux donc, et enfin merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes de dons sans qui cette chaîne n'existerait pas. Je vous souhaite à toutes et tous les meilleurs qualia et de joyeux mindfuck. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui ne parlera pas de conscience. Je vais faire une petite pause là-dessus, mais le prochain épisode sera très différent, ce sera gros et très cool, un nouveau format, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Du coup, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, mettez la cloche pour ne rien manquer, enfin vous connaissez l'histoire, likez, partagez, tout ça. Bref, d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de votre cerveau car il fait des choses formidables. Bon allez, Bon, bilan des 2 jours sinon, plage, soleil. plage, soleil et mindfuck. Mindfuck. C'est les meilleures vacances. Voilà, on va bouffer, on a super faim, ça me rappelle Action, tout ça.